Bonjour et bienvenue dans Reporter, votre émission de grand reportage. Cette semaine, direction la Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967 et où les colonies se multiplient. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a d'ailleurs récemment ordonné la construction de 800 nouveaux logements. Dans cette région que l'État hébreu appelle la Judée-Samarie, le nom biblique, vivent 2 800 000 Palestiniens à côté de 450 000 Israéliens. Ces colonies sont jugées illégales en regard du droit international et pourtant l'expansion se poursuit, les tensions montent. Notre correspondante à Jérusalem, Gwendoline de Bono, s'est penchée sur la question de cette Cisjordanie, véritable poudrière. Gwendoline, bonjour. Bonjour. Avant de voir votre reportage, parlez-nous un peu plus précisément de la zone où vous êtes rendu en Cisjordanie. Alors d'abord, le sud d'Hébron, ça fait partie de ce qu'on appelle en Cisjordanie la zone C. C'est une partie de la Cisjordanie qui a été placée sous contrôle total d'Israël. Dans les villages où nous nous sommes rendus, dans ces collines du sud d'Hébron, beaucoup de Palestiniens vivent une partie de l'année dans des grottes. C'est un mode de vie traditionnel. Et ils ont vu au fil des ans les colons venir s'installer dans cet endroit, construire des maisons, alors qu'eux essuient presque toujours un refus lorsqu'ils demandent un permis de construire. Et dans le village d'Al-Rakiz, où nous nous sommes rendus, même se raccorder au réseau électrique est considéré illégal. Alors au sud d'Hébron, les collines de l'inégalité, c'est un reportage de Gwendoline de Bono et Laurent van der Stokt. والله تلقاها. تعالي فطري يا ضحى يلا اقعدي هنا. ولا حول يا احسن بس لو يجي اقول سي بس في ولا الله كريم الله كريم. ايوه والله يا ابنو جبرني جبر الله جبرني جبر. ايوه خلاص. يوم بشوفه العين في المستشفى كيف مهدود حيله كيف بدي يصحى كيف بدي يتخمط. قولي يا الله قولي يا الله. يا أما بدنا نروح يا أما مشان الله روحيني يا أما أنا بخاف يا أما روحيني. Depuis le 1er janvier, les journées de la famille Abou Haram s'organisent autour d'une absence. Celle d'Haroun, leur fils aîné de 24 ans, paralysé après avoir été touché par le tir d'un soldat israélien. Rasmi, son père, ne se rend plus sur les chantiers où il travaillait. Chaque matin, il retrouve Ashraf, son voisin, qui le conduit à l'hôpital pour être auprès de son fils. La balle a traversé la colonne vertébrale. Les médecins estiment qu'il ne retrouvera jamais l'usage de ses membres. أكل ها شنو والله دواء شو الدواء التهاب يجيب لك يجيب لك أنا بجيب لك اليوم شو مالك شو بقول لك ربطتك طيب حبك اللي دكتور خلاص أنا بشوف الدكتور. C'est sur ce chemin, face à la maison des parents d'Haroun Abou Haram, qu'a eu lieu l'altercation avec le détachement israélien. Ce jour-là, les soldats perquisitionnent chez Ashraf Amour, le voisin.
Ils veulent confisquer un générateur. Le ton monte. Un voisin filme la scène. Sur la vidéo, Ashraf, Haroun et son père tentent de récupérer le générateur. Les images ne montrent pas l'auteur du tir. L'armée affirme que 2 Palestiniens ont attaqué les soldats, une version démentie par Ashraf Amour qui a été entendue par la police militaire. Quand j'ai vu Haroun, juste quand il s'est fait tirer dessus, il était comme ça, dans cette position. Il était presque tombé, essayait de se relever ou je ne sais pas. Il était dans cette position et ils ont tiré comme ça, vers le bas. Ils lui ont tiré dessus, comme ça, en le visant directement. Il y a un soldat qui est allé à la voiture parler au téléphone. Il allait parler et il revenait, il allait parler et il revenait. Il a dit quelque chose à l'oreille de celui qui a tiré. Il semble qu'il lui ait donné l'ordre de tirer, je ne sais pas. Mais personne n'essayait de toucher son arme et personne n'était près de lui ou caché comme ils disent. Ils disent que quelqu'un était caché et essayait de le menacer. C'est un mensonge, personne n'a rien essayé, rien. Al-Rakiz, leur village, est situé en zone C, partie de la Cisjordanie placée sous contrôle total d'Israël par les accords d'Oslo. Les maisons détruites font partie du paysage. Une partie du hameau se situe dans un terrain déclaré zone militaire par Israël. Mais partout, il est interdit de construire et d'amener l'électricité. 2 mois avant l'accident, une maison construite pour Haroun par son père a été démolie par l'armée israélienne. S'ils entendent le bruit depuis là-bas, s'ils entendent fonctionner le générateur, ils le prennent et l'emmènent. Ils le confisquent. Ce n'est pas interdit d'avoir un générateur, mais c'est interdit de construire ici. Ce générateur, s'ils nous voient travailler avec, c'est terminé. Ils le prennent avec le reste de l'équipement. Ils entrent dans la maison, ils cherchent et ils prennent tout ce qu'ils trouvent, pas seulement le générateur. Pourquoi la plupart du temps nous amenons le générateur? Parce que lorsque la nuit tombe, on n'a plus l'électricité des panneaux solaires. On se sert du générateur pour éclairer, pour le frigo, pour laver les vêtements. Et ils arrivent, ils le trouvent près de la maison et ils le prennent. Ici, il y a... comment ça s'appelle déjà? Abigail, qui est là. Et il y a d'autres blocs de colonies vers la forêt où des groupes de colons vivent dans des sortes d'abris. Ils vivent comme nous. Ils disent que c'est interdit pour nous de construire, mais pour eux, ce n'est pas interdit. Mais nous, si on construit une minuscule pièce, ils arrivent avec leur bulldozer et ils commencent à démolir. Regarde, sur cette colline, ils installent tous beaucoup plus de baraquements que nous. Dans les collines, on se surveille. Les colons scrutent chaque construction palestinienne et ils sont très organisés. C'est une nouvelle école qui a été construite au début de l'année scolaire, en 2 mois. Ils l'ont construite dans la zone C, dans la zone militaire, de façon illégale. Et on s'est déjà plaint aux autorités de cette irrégularité. Eitan et Naomi font partie de Regavim, une organisation pro-colon qui a fait de la zone C son champ de bataille. On a beau être en Cisjordanie, pour eux, la zone C est israélienne, un point c'est tout. Tu as fait des photos? Bien sûr. J'ai la vidéo, j'ai tout. Toute l'année, ils parcourent des kilomètres pour répertorier les constructions palestiniennes qu'ils jugent illégales. Ce jour-là, Eitan et Naomi tournent autour du bâtiment qui leur pose problème, l'école. Ils s'offusquent que l'armée ne l'ait pas encore complètement démolie. Ça a été démoli par l'armée israélienne. Bon, vous voyez l'école? Mais regardez ce qu'ils ont démoli, ce petit tas de gravats là-bas. Alors ils viennent, ils prennent une photo de ce petit tas de gravats, de très près, et ils disent « Regardez, on a démoli, on fait appliquer la loi ». Mais l'école juste derrière n'est pas dans le cadre. Donc nous devons aller en justice à chaque fois pour dire « Ils disent qu'ils ont démoli, mais l'école est toujours debout. Très bientôt, des étudiants seront dedans, ils commenceront à les amener en bus depuis plusieurs endroits. » L'école est au cœur de tout un nouveau quartier. L'État d'Israël aurait dû stopper sa construction avant d'en arriver à ce stade. Ce que nous voulons qu'il fasse à chaque fois. Regavim est en partie financé par des fonds publics. Ses membres consignent chaque vidéo, photo, carte pour monter des actions en justice.
Le groupe est influent, il aide les colons à mettre l'État devant le fait accompli. Retour près d'Al-Rakiz, le village de la famille d'Haroun où l'électricité est interdite. Il est entouré de colonies. Avigail est la plus proche, c'est un avant-poste, illégal au regard de la loi israélienne, mais pourtant raccordé au réseau électrique. Pas en quantité suffisante aux yeux des colons. C'est pas facile d'avoir l'électricité ici, parce que pour l'instant, c'est pas clair. Avigail n'est pas marqué à 100% sur les cartes. On en a besoin, mais ils ne veulent pas nous donner plus d'électricité pour l'instant. On n'en a pas assez. On veut grandir, on ne veut pas rester seulement 45 familles ici, on veut s'agrandir. Mahon, la colonie voisine, fait partie de ces implantations qui se sont développées au sud d'Hébron. Rivka était parmi les premières à s'y établir. Elle se dit consciente de cette inégalité qui fait loi dans ces collines. Un des sujets de guerre avec les Palestiniens, c'est l'histoire de l'eau, par exemple. Parce que eux, comme ils sont encore moins reconnus que nous, donc ils n'ont pas d'eau qui leur arrive de façon courante. Donc qu'est-ce qu'ils font sans arrêt? Ils essayent de voler l'eau des Yishouvim qu'il y a autour. Donc sans arrêt, on a des problèmes comme ça où on se retrouve sans eau. Je ne m'entends pas avec eux. Mais je comprends pourquoi ils sont arrivés à ce stade-là, parce que personne ne s'occupe d'eux. La journée démarre chez Yair, un des voisins de Rivka. 3 de ses 6 enfants doivent prendre le bus qui les emmène à l'école. Yair dit vivre la Bible depuis qu'il s'est installé sur ce relief devenu ligne de front. Le fait est qu'il y a une guerre sourde. Les armes pour cette guerre, ce sont les maisons. Le bus blindé, c'est le bus normal pour eux. Mais si vous regardez autour, vous comprenez pourquoi. Vous voyez la vue? Tout ce que vous voyez autour, ce n'est pas juif. C'est effectivement la Cisjordanie. Pour Yair, puisqu'Israël contrôle cette zone, c'est l'État d'Israël et ses voisins doivent s'y faire. Je veux vraiment que mes voisins aient une bonne vie. Je veux vraiment qu'ils aient l'électricité et de jolies maisons. Mais, d'abord, ils doivent comprendre que cet endroit est israélien. Il reproche à l'État de procrastiner, d'entretenir une zone de flou au lieu d'annexer purement et simplement toute la Cisjordanie. Lui l'appelle par le nom biblique Judée-Samarie. Israël n'a pas décidé à 100% de prendre la Judée-Samarie. Et parce qu'Israël ne veut pas décider, les autorités disent « Ok, ceux qui gèrent ici, c'est l'armée. » Je connais l'armée. L'armée sait comment se battre, mais l'armée ne sait pas comment administrer des citoyens. Donc le gros problème, c'est que l'armée nous dit « Ça c'est ok, ça c'est pas ok, ça oui ok, ça non pas ok ». C'est très brumeux. Si Israël décide que cet endroit est israélien, cet endroit sera israélien. Mais le problème, c'est qu'Israël ne veut pas décider. Les colons poussent les institutions à adopter leur vision. Ils maîtrisent parfaitement la tactique. Face à des Palestiniens désemparés, ce sont eux qui tirent profit de ce brouillard sur les collines. Gwendoline, tout d'abord, avez-vous des nouvelles d'Haroun Abou Haram? C'est ce jeune Palestinien grièvement blessé qu'on a vu au tout début du reportage. Alors oui, Haroun Abou Haram, il est toujours hospitalisé à Hébron. Ses parents vont le voir tous les jours. Ils aimeraient le faire transférer dans un hôpital qui a plus de moyens ou dans un centre de rééducation. Nous avons parlé à l'équipe médicale qui s'occupe de lui. Eux estiment qu'il ne récupérera jamais l'usage ni de ses bras ni de ses jambes et qu'il aura besoin de soins toute sa vie. Alors, concernant l'armée dit qu'il y a une enquête interne, que d'après cette enquête, les soldats ont été confrontés à un danger de mort, qu'ils ont été attaqués, ce qui est démenti catégoriquement
catégoriquement par les habitants du village, qui renvoient d'ailleurs à la vidéo filmée ce jour-là. Parallèlement à ça, la police militaire mène également une enquête. Alors quand nous nous avons demandé où en était cette enquête, nous n'avons pas eu de réponse précise. Pour les organisations israéliennes qui suivent ces dossiers comme B'Tselem par exemple, il est très peu probable que l'auteur du tir, que le soldat auteur du tir soit un jour sanctionné. Et il y a une phrase qui semble assez bien résumer la situation dans ces collines. C'est d'ailleurs une phrase d'un des colons qui déclare « Le fait est qu'il y a une guerre sourde. Les armes pour cette guerre, ce sont les maisons. » Et vous avez pour nous un témoignage supplémentaire qui n'est pas dans le reportage. Oui, c'est le témoignage d'Ashraf, le voisin de la famille Abou Aram. Lui aussi, il vit dans une grotte une partie de l'année et il parle de cette surveillance qu'exercent sur eux les colons chaque jour. Ils font voler des drones, les petits avec une télécommande, ils volent et ils filment toute la zone. Il n'y a pas de propriété privée pour eux, rien n'est privé. Ils filment tout, ils viennent jusqu'à l'entrée de la grotte. Ils filment quand tu sors de la grotte, il ne leur manque plus que d'entrer à l'intérieur des grottes pour filmer. Ils filment tout et envoient leur état. Ils disent regardez ce qu'ils font, ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont installé, regardez ce qu'ils ont déplacé. Alors la colonisation est illégale en vertu du droit international. Elle s'est accélérée ces dernières années sous Benjamin Netanyahou avec, semble-t-il, la bénédiction de Donald Trump. Maintenant qu'on a un nouvel homme fort à la Maison-Blanche, Joe Biden, peut-il y avoir du changement ? Alors oui, il faut se rappeler de ce que disait l'administration Trump, qui jugeait que les colonies n'étaient pas forcément illégales au regard du droit international, ce qui allait complètement à contre-courant de beaucoup de résolutions de l'ONU. Alors évidemment, ce n'est pas la position de Joe Biden, lui est hostile à la colonisation. Et quand vous en parlez avec les colons, eh bien, certains sont effectivement inquiets de l'arrivée de Joe Biden. Shaltiel, qu'on a vu dans le reportage, lui, a peur que le gouvernement israélien fasse des concessions à la nouvelle administration américaine. Ce n'est pas le cas de tous les colons. Les membres de l'organisation Regavim estiment par exemple que ça ne va pas du tout entraver leur progression. Et d'ailleurs, l'un d'eux nous a dit « Regardez, il y a 40 ans, on nous prenait pour des fous et voyez ce que nous avons gagné aujourd'hui. » Gwendoline de Bono, merci beaucoup. Votre reportage au sud d'Hébron, les collines de l'inégalité, est à retrouver bien sûr sur notre antenne, mais aussi sur france24.com avec nos autres éditions de reporters. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur France 24.